Ah voilà, ça c'est bon, on a trouvé, hein. Alors, comme ça, le bébé choisit librement ce qu'il aime, d'après son sens du goût, tout simplement. Quand elle avait quelques heures, 6 heures, elle a déjà mangé une demi-banane, une demi-papaye et puis du thon cru. Tomate, oui, assez de tomates. Are you serious? Ah, une toile. Au début des années 1970, le Lausannois Guy-Claude Burger se fait connaître comme l'inventeur d'un étrange régime alimentaire, l'instinctothérapie. Pour éviter les maladies et les névroses, il préconise de ne manger que des aliments crus, non apprêtés et non assaisonnés, en suivant ce que nous dicte notre instinct. Les curieux et les adeptes se pressent à ses conférences et dans sa ferme des Clépans, où il commercialise des produits naturels et dispense des formations. Les médias s'intéressent beaucoup à ce chercheur atypique dont l'ambition dépasse la question alimentaire. Il cherche à développer un nouveau mode de vie capable de résoudre tous les problèmes de l'humanité. Maladies bien sûr, mais aussi drogue, insatisfaction, délinquance, famine, guerre ou encore surpopulation. À partir du début de l'année 1977, Guy-Claude Burger disparaît soudainement de la scène médiatique. Le public roman n'apprendra qu'un an plus tard la cause de cette étrange disparition et ce qui se passait vraiment dans la petite communauté des Clépans. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de 1001 archives intitulé « Guy-Claude Burger, l'apôtre du cru ». À la fin des Trente Glorieuses, la population d'Europe occidentale vit dans une société d'abondance. Ceux qui ont connu les privations de la guerre évoluent désormais dans une profusion de biens matériels et de nourriture. C'est de la cuisine. La cuisinière électrique... Tout est disponible en suffisance et même en surplus. Cuisine passée. Mais de nouvelles préoccupations émergent, notamment alimentaires. Il ne s'agit plus seulement de manger à sa faim, mais de se nourrir sainement. L'essor de produits transformés, l'agriculture intensive, l'élevage en batterie, le recours aux pesticides et aux antibiotiques préoccupent de plus en plus la population, comme l'affirme la présidente de la Fédération romande des consommatrices, Ariane Schmidt, dans un temps présent de 1971 intitulé « Manger sain ». Le public est assez angoissé. Il a l'impression qu'on l'empoisonne actuellement. Et même on essaye de le rassurer, de lui dire que les contrôles sont faits. Il revient toujours avec les mêmes questions. On n'arrive pas à les rassurer au fond les gens. Il nous pose beaucoup de questions sur la conservation d'une part. Est-ce qu'on peut garder ci, est-ce qu'on peut garder ça? Est-ce que la surgélation est mauvaise? Est-ce que ça détériore les aliments par exemple? Il nous pose la question. Ou bien dans les modes de cuisson, la cuisson à la vapeur, je ne sais pas pourquoi. Tout le temps revient des questions. Est-ce que c'est pas vrai que ça détruit toutes les vitamines? Est-ce que c'est pas vrai que c'est malsain pour la santé? Et nous passons notre temps à les rassurer et à leur apporter au fond des faits plus scientifiquement établis. J'ai l'impression qu'il y a une grande ignorance, généralement. Ah oui, puis du reste, où est-ce qu'on apprend à se nourrir sainement? Où est-ce qu'on apprend la composition des aliments? Même nos propres enfants ne l'apprennent pas et nous non plus, nous ne le savons pas. Oui, il y a une grande ignorance. Et alors, cette ignorance, jointe à cette peur d'être empoisonnés, fait que les gens saisissent tous les bruits et y croient passionnément. Parmi l'offre grandissante de méthodes, cures et autres régimes alimentaires promettant santé, guérison ou longévité, une approche connaît un succès particulier au début des années 1970. L'alimentation macrobiotique basée sur la philosophie orientale et le principe du yin et du yang. Il en est question dans le reportage Manger sain. Peut-être arriverait-on à mener la première guerre mondiale contre la maladie et la misère, pense Osawa, si dans le monde on produisait une nourriture macrobiotique. Le terme macrobiotique est un terme qui a été inventé par Osawa, qui a popularisé ce système en Occident. Étymologiquement, cela veut dire grande vie, ce qui en pratique veut dire que nous essayons de vivre en harmonie avec la grande vie qui nous entoure. Les doctrines sont vieilles comme le monde. Le mérite d'Osawa a été de populariser ce système et de le rendre intelligible et compréhensible
à l'homme contemporain, n'est-ce pas? Mais les racines vont très profondes dans le bouddhisme zen, dans le taoïsme. Et donc c'est d'origine orientale. C'est d'origine orientale, mais je crois que l'homme naturel est presque spontanément macrobiotique, n'est-ce pas? L'était en tout cas, avant certains méfaits de la civilisation. Le régime macrobiotique n'est de loin pas le seul à faire parler de lui. En juin 1973, c'est à une autre approche que s'intéresse l'émission de télévision Objectivement Vôtre, l'instinctothérapie. Son inventeur, le lausannois Guy-Claude Burger, répond aux questions de Georges Hardy. Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec les macrobiotiques? Non, absolument rien. Nous sommes partis dans une direction toute différente. Et quel est votre système? Alors, au fond, toute la diététique me paraissait ne pas remonter vraiment aux bases du problème. Chaque régime corrige un petit peu ce qui existe déjà, n'est-ce pas? Mais sans sortir vraiment des habitudes prises. Et nous avons essayé de repartir à zéro. Évidemment, il fallait définir un zéro. Et alors? Alors, par tâtonnement, nous nous sommes aperçus d'une chose. L'animal a un instinct alimentaire qui le guide d'une façon extrêmement précise vers les aliments dont il a besoin. Alors pourquoi l'homme l'aurait-il perdu? Autrement dit, vous faites fond sur l'instinct. On est parti avec cela, oui, exactement. Et on a essayé de définir dans quelles conditions l'instinct alimentaire de l'homme peut fonctionner aussi d'une façon correcte. Et ça s'est manifesté par quel phénomène? Alors, cet instinct fonctionne au niveau de l'odorat et du goût. Il y a des attractions et des répulsions qui correspondent aux besoins de l'organisme, n'est-ce pas? Et justement, cela ne marche pas avec la nourriture ordinaire, cela ne marche qu'avec certains aliments assez naturels, non transformés, que nous appelons les aliments originels. Mais ça peut conduire loin, ça. Parce que vous ne vous refusez rien. Rien de ce que votre instinct vous permet de Exactement. d'accepter. Nous ne nous refusons que l'artifice que l'intelligence humaine permet pour transformer et rendre un aliment meilleur que nature. Ça, nous le refusons. Mais alors, dans l'ensemble des aliments bruts que la nature donne, nous sommes absolument libres, voilà. Autrement dit, vous refusez tout aliment cuisiné. Absolument, oui. Mais c'est-à-dire que vous refusez tout aliment cuit? Également, oui. Cet homme est-il fou? C'était le titre d'un portrait consacré à Guy-Claude Burger dans le magazine L'Illustré, datant d'1 an avant cette émission. Cet article de 1972 n'est que le premier d'une longue série de papiers consacrés à Burger et à l'instinctothérapie dans la presse romande. Car l'homme et ses théories sur l'alimentation intriguent, déconcertent et dérangent aussi. Il faut bien avouer que proscrire le pain, le lait et le fromage au pays de la fondue, c'est pour le moins iconoclaste. Lorsque les médias commencent à s'intéresser à lui, Guy-Claude Burger approche alors de la quarantaine. L'homme est mince, il a de longs cheveux blonds qui ondulent sur ses épaules, une barbe fournie, des yeux bleus perçants. Il y a quelque chose de christique qui se dégage de ce violoncelliste professionnel, diplômé en physique et en mathématiques. C'est d'ailleurs avec une rigueur toute scientifique qu'il a développé l'instinctothérapie. La méthode est issue de ses propres recherches qu'il mène depuis 1964 dans sa ferme des Trois-Noyers à Éclépans, en pleine campagne vaudoise. Pour Guy-Claude Burger, le déclic a eu lieu lorsqu'à l'âge de 26 ans, on lui diagnostique un cancer du pharynx. Il est alors soigné par radiothérapie, mais cette expérience le pousse à chercher une alimentation plus saine, capable de prévenir les maladies. Persuadé d'y être parvenu, il tient à faire connaître le résultat de ses recherches. Toutefois, ce n'est pas par le biais des revues scientifiques qu'il compte y parvenir, mais en donnant des conférences grand public. Lors de ces conférences, Guy-Claude Burger ne fait pas qu'énoncer sa théorie, il démontre, film couleur à l'appui, les bienfaits de sa méthode. L'homme est charismatique, il exerce un pouvoir d'attraction indéniable sur son auditoire. La vaudoise Nicole Schneider a assisté à l'une de ses conférences à Vevey en 1974. Elle a alors 17 ans et rentre d'un voyage humanitaire au Vietnam. À l'occasion de la sortie d'un livre autobiographique en 2002, elle est l'invitée de Blaise Angèle dans l'émission Azimut. Voici comment elle évoque sa première rencontre avec Burger. La rencontre avec lui, toujours, qu'est-ce qui se passe? C'est au cours d'une conférence, qu'est-ce qui est dit?
Alors, je crois que ce qui est dit, peu importe vraiment, en fait. Qu'est-ce que vous entendez? Ce que j'entends, ce que je vois surtout, puisqu'il y a un film, je vois sa femme accoucher, toute seule de son enfant. Je vois ces tables extraordinaires remplies de fruits, enfin un véritable jardin d'Éden. Je vois cet homme élégant, très charismatique. Très charismatique, avec ses cheveux blonds et beaucoup d'énergie et un idéal qu'il porte. Qu'il porte en lui. Les mots que je dis là, c'est pour accompagner vos gestes. Hein. Mm-hmm. je ne vous les place pas là comme ça. Et puis, il y a ce qu'il propose. Manger naturel. Oui, je crois qu'il y a ce qui se propose, mais qui est pas finalement le plus important, je pense, dans le pourquoi ça me fascine. Ce qu'il propose vient quelque part amener un peu une solution à mon tourment. À l'époque où j'assiste à ces conférences, puisque je reviens d'un voyage au Vietnam, en ayant constaté que le monde n'allait pas comme je le pensais dans ma tête d'adolescente de 17 ans. Et puis je suis complètement effrayée, sidérée par ce que j'y ai vu là-bas dans ce pays en guerre. Et je rentre en me disant, voilà, maintenant pour moi, il est hors de question que j'oublie ce que j'ai vu. Donc il va falloir que je fasse quelque chose de ça. Burgère, en dehors du fait que, il y avait cette instinctothérapie, et il avait aussi envie de changer le monde, alors à sa façon. Et après, on verra que c'était pas une façon, c'était pas des plus reluisants, mais dans un premier temps, j'ai vu ça. En effet, la promesse de Guy-Claude Burger va au-delà d'une alimentation plus saine. Son programme est bien plus complet. C'est un mode de vie révolutionnaire qui s'ouvre à ceux qui décident de suivre ses pas, comme le démontre un tract repris par le journal 24 heures. Vivre heureux comme un Robinson au milieu des civilisés. Expérimenter une thérapeutique résolvant même les problèmes du cancer et de l'infarctus. Mettre en lumière des erreurs ancestrales dont l'humanité souffre encore aujourd'hui. Définir une nouvelle gastronomie répondant pleinement aux besoins profonds de l'organisme. Fonder une école de pensée qui remette en question toutes les sciences humaines. Montrer aux jeunes qu'il existe un autre sens à l'existence. Proposer un mode de vie qui résout tous les problèmes. Isolement, insatisfaction, interdit, délinquance, guerre, pollution, famine, drogue, surpopulation. Celui qui aime se présenter comme un chercheur, un scientifique, sait aussi se positionner comme un véritable prophète auprès d'un public idéaliste en quête d'un monde meilleur. Les conférences-films, les articles de presse, les émissions de télévision attirent de nombreux curieux à la ferme des Trois-Noyers à Éclépant. Aux Trois-Noyers, il y a un magasin qui vend des aliments naturels produits sur place ou importés. Il y a aussi des souris de laboratoire sur lesquelles on mène des expériences scientifiques. Enfin, c'est là que vit Guy-Claude Burger, entouré de sa femme, de ses 6 enfants et de quelques amis et adeptes attirés par le mode de vie communautaire, à l'instar de Nicole Schneider, qui rejoint les Trois-Noyers au début de l'année 1975. Lorsqu'une fois je vais chercher mes provisions dans la ferme du Gros de Vaud qu'habite Burgère, je le rencontre dans les couloirs de cette ferme. Pour la première fois, je le vois tout près de moi et il me regarde en me disant « Vous feriez bien dans le paysage ». Ouais. Et pour moi, ça a été un peu le Sésame ouvre-toi. C'était quelqu'un que je trouvais impressionnant. Ça veut dire quoi, que pour une fois, enfin, vous feriez bien dans le paysage ? C'était voilà, je vous ai aperçu, je vous ai remarqué, et puis j'ai envie que vous participiez à cette aventure. La vie là-bas, comment ça se passe au quotidien ? On va dire semaine par semaine. Parce que les semaines sont réglées. Oui, les semaines sont réglées. Alors la vie au quotidien, c'est beaucoup de travail déjà, ce qui se fait souvent dans ce genre de communauté sectaire. On travaille le matin très tôt. Mais le cadre est idyllique, d'après vos descriptions. Une jolie ferme, les Trois-Noyers, enfin la vie au champ, des fleurs, des fruits.
Oui, dans les premiers mois, la vie est idyllique malgré le travail, effectivement. Il y a tout un tas de choses à voir, il y a tout un tas de choses à découvrir. On fait d'autres choses qu'on faisait avant. Avant, j'étudiais, j'étais un enfant à la maison, dans une structure familiale, et tout à coup, je me retrouve avec plein de gens dans la campagne, m'occupant d'animaux, d'arbres fruitiers. Alors, c'est fascinant, oui. Une vie en apparence idyllique qui a également séduit quelques années plus tard une candidate du jeu télévisé La course autour du monde. Lors des éliminatoires suisses de cette émission proposée par les télévisions francophones publiques, une jeune reporter en herbe s'est rendue à la ferme des Trois Noyers. Dans le commentaire de son reportage, on la devine pour le moins séduite par ce que propose Guy-Claude Burger. La campagne vaudoise est grise qui défile sous mes yeux. Je suis sensible pourtant au charme qui s'en dégage. Avec les pans où je me rends, elle est directement liée à la vie de la communauté burgère. Une vie hors du commun, hors du temps, où, pour des raisons que Guy-Claude Burger vous explique lui-même, on a choisi de se nourrir cru. Ça a d'abord été une recherche. J'étais atteint à l'âge de 25 ans d'un sarcome lymphoblastique qui me laissait donc 80 chances sur 100 de mourir dans les 5 ans. Alors ça m'a laissé un petit délai aussi pour réfléchir avant de partir dans l'autre monde. Pour me poser quelques questions. Est-il normal de crever de cette façon-là, ou cela provient-il de certaines erreurs face aux lois de la biologie, face à certaines règles auxquelles on déroge peut-être. Les animaux sont sujets au même régime et, fait étonnant, les porcs n'ont plus d'odeur désagréable. Pour pourvoir aux besoins en viande de la communauté, on élève des vaches nourricières. Leur lait n'est pas consommé, il est destiné aux veaux et non aux humains. Mais savez-vous que pratiquant l'alimentation originelle, une mère allaite son enfant près de 2 ans. Ainsi, ils retrouvent ensemble la chaleur d'une relation exceptionnelle. L'instinct alimentaire. Un aliment vous paraît-il délicieux au goût, il est utile à votre organisme. Est-il neutre ou désagréable, il lui est nuisible. La vie elle-même de la communauté burgère, pondérée, chaleureuse, hautement spirituelle, s'appuie de jour en jour et depuis bientôt 20 ans sur la simplicité et le côté pourtant fondamental de cette découverte. Guy-Claude Burger définit cette manière de s'alimenter l'instinctothérapie. On ne compte plus les cas avec les pans où sa pratique a totalement guéri de maladies graves. Plus qu'une panacée, elle est pourtant une vraie philosophie. Ce fol espoir de retour à un mode de vie répondant aux aspirations profondes des êtres. Cependant, la réalité n'est pas si rose. La vie de la communauté est régie par un cadre strict, voire rigide. Il y a bien sûr les règles alimentaires qui proscrivent strictement tout aliment cuit. Les journaux, la radio et la télévision sont également proscrits. Et puis, les adeptes doivent se soumettre, parfois de mauvais gré, à certains rituels. Nicole Schneider parle par exemple de la cérémonie du bonne nuit. C'était quelque chose d'assez terrifiant dans le sens où c'était complètement inhabituel pour moi que d'avoir l'obligation de passer beaucoup de temps dans les bras de chacun des membres de la communauté et chaque soir. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait tout simplement se serrer l'un contre l'autre et puis essayer de sentir si l'énergie passait ou pas avec telle ou telle personne et puis de rester comme ça. C'était un temps où en tout cas Burger avait l'occasion de sentir un petit peu ce qui se passait chez... Puis c'est fédérateur aussi. Tous ces membres. Ça resserre les liens. Ça resserre les liens. Il y a en tout cas indéniablement un contrôle qui se fait à ce niveau-là et à ce moment-là. Au fil des mois, Nicole Schneider découvre également les aspects sombres de la personnalité de Guy-Claude Burger, à commencer par la colère et la violence qu'il manifeste parfois envers ses enfants. Ainsi, vous mangez de la confiture dans la forêt en rentrant de l'école, et tous les jours, en plus, ne niez pas. Nous en avons retrouvé 10 pots, vides.
Ça se faisait sur ce ton-là? Oh oui, ça se faisait même sur un ton... Oh là, vous n'avez pas tout à fait le ton adéquat. Ouais, faites-le-moi alors. Je vous passe le livre, donc la phrase que je viens de lire dans votre livre, Nicole Schneider, c'est Guy-Claude Burger qui s'exprime à un certain moment. Il s'exprimait de quelle manière? Il était extrêmement dur, on est loin du avec pouvoir ses enfants. Charismatique, là. Oui, on est très loin du pouvoir charismatique. On est plutôt près du père interdicteur et manipulateur. Et le despote aussi. Et le despote. Ouais. Et puis là, pour vous, tout va bien, quoi. Non, tout va pas bien. Là, c'est vrai que ça m'interroge et que surtout que j'adore ces petits-enfants. Je comprends pas qu'ils les traitent de cette façon, mais comment faire quand on a besoin d'avoir cet idéal de père et que donc on essaye de lui prêter des excuses. Et c'est ce que j'ai fait. Enfin, très vite, c'est ce que j'ai fait avec lui. Je comprends pourquoi vous êtes si excité ces derniers temps. Un silence de plomb lui répond. Guy-Claude continue son va-et-vient. Sa démarche n'a plus l'élasticité qui m'avait enchanté. Il marche raide. Ses yeux ne sont plus qu'une fente, mangés par les sourcils, qu'il fronce méchant. Je comprends pourquoi vous êtes si excité ces derniers temps. J'appelle cela de l'accrochage. Vous accrochez comme mes souris à qui je donnais des aliments dénaturés. Elles se mettaient à patiner dans le vide. Vous, c'est pareil. Ça patine dans votre tête. Vous êtes nerveux. C'est assez, là? Oui, encore plus... Non, c'est bien. Hein? Et vous allez devenir bête. Car vous n'allez plus pouvoir vous concentrer à l'école. Mais voyez-moi cette allure. Allez vous regarder dans une glace. Allez, dépêchez-vous. Les 3 enfants se lèvent et s'en vont à la cuisine. Guy-Claude les suit. Admirez-vous cette bouffie? Christophe, tu louches! Et depuis quelques jours, tu bégayes, Solange! La peau de tes mains est sèche et fripée! Tu trouves ça normal? Ah! Dans mes cours d'introduction, je dis que nous retrouverons une peau de bébé après quelques mois d'instincto. Comment pourra-t-on me croire dorénavant? Tant que tu auras des mains pareilles, tu n'assisteras plus à mes cours, tu mangeras dans ta chambre et ne recommencez plus avec vos confitures! Sinon, je vous mets en pension. Et là, vous en mangerez des confitures. Jusqu'à n'en plus pouvoir, vous deviendrez obèse et fou, comme les cuits. À l'extérieur de la communauté, rien ne transparaît de ces quelques ombres au tableau. Les adeptes, comme les enfants de Burger, affichent inlassablement leur sourire radieux, leur mine épanouie, leur pleine santé et leur enthousiasme débordant. La machine publicitaire fonctionne à plein régime. L'intérêt des médias pour l'instinctothérapie ne faiblit pas. Les conférences s'enchaînent. Le magasin expédie des commandes aux 4 coins de la Suisse. En mai 1976, l'Illustré consacre un nouvel article à la communauté des Clépans. Titré « Retour au paradis terrestre », il n'a rien d'un papier à charge. Il donne cependant la parole à un professeur en médecine qui souligne que les théories alimentaires de Burger ne sont pas scientifiquement prouvées. Le journaliste aborde également la question pécuniaire, le coût important des aliments naturels vendus par la communauté, de même que celui du cours d'introduction. Enfin, il remarque que... Celui qui se permet de douter, comme l'ont fait quelques membres du groupe, de l'honnêteté de son commerce, peut s'attendre à subir la colère du prophète qui sait se faire menaçant et a toujours une réponse persuasive à donner. Il n'en faut pas plus pour déclencher une avalanche de courriers de lecteurs. Guy-Claude Burger dénonce un article tendancieux. De nombreux adeptes de l'instinctothérapie décrivent les bienfaits de la méthode et les guérisons miraculeuses dont ils ont été témoins. Le clan Burger tient à préserver sa réputation. Curieusement, dès le début de l'année 1977, Guy-Claude Burger disparaît du paysage médiatique. 12 mois plus tard, l'explication tombe. Burger est en détention préventive, accusé d'attentat à la pudeur sur des enfants et de débauche contre nature. Le procès s'ouvre le 25 septembre 1978. Un procès hors du commun, comme le souligne le chroniqueur judiciaire André Marcel dans le Journal du Soir de la radio suisse romande. C'est un procès unique dans les annales vaudoises. Jamais vu ça, vous, André Marcel? Ah, je n'ai jamais vu ça, puis je le reverrai probablement jamais. Alors racontez-nous. Peut-être dans 100 ans, d'après l'accusé. Après une brève explication du régime alimentaire mis au point par Guy-Claude Burger et de ses prétendues vertus, André Marcel poursuit. Il ne s'en est pas tenu là. Il a été plus loin et il a voulu libérer l'enfant de sa sexualité
et lui permettre de choisir son partenaire. Si une petite fille se mettait dans ses bras, eh bien, il la laissait faire, elle le caressait, lui aussi, et c'est ainsi qu'à 9 ans, une fillette a été l'objet des sollicitations de ce monsieur. Et à 12 ans, elle lui appartenait. La petite fille en question avait été confiée par sa mère au couple Burger. C'est en récupérant l'enfant que la mère a appris les attouchements subis par sa fille et qu'elle a décidé de porter plainte. On découvre aussi à l'occasion de ce procès que Burger n'en est pas à sa première condamnation dans une affaire impliquant des mineurs. En effet, 20 ans plus tôt, en 1958, il avait déjà écopé de 6 mois de prison avec sursis pour abus sexuels sur des jeunes scouts. Mais en 1978, au tribunal de Cossonay, Guy-Claude Burger n'est pas seul sur le banc des accusés. Son épouse et un couple d'adeptes sont également inculpés. Ce qu'il y a de pire, c'est que la femme qui était acquise à toute cette doctrine assista une fois à une séance de ce genre et qu'elle coucha à 12 reprises, dit-elle, dans le lit de son mari avec cette fillette. On lui dit, mais vous, une ancienne institutrice, vous n'aviez pas de scrupules? Vous croyez que je n'en avais pas, Monsieur le Président? Bien sûr que j'en avais. Et puis quand j'ai vu que cette fille était rayonnante, heureuse, vraiment, je me suis fait un scrupule d'arrêter son bonheur. Enfin, on l'a entendu, lui. Et alors, c'est un bavard impénitent. Il regrette de n'avoir pas un vocabulaire adéquat pour exprimer toute sa pensée. Et il dit, vous verrez, dans 100 ans peut-être, la société arrivera à ce que je vous dis, c'est-à-dire la libération sexuelle complète des enfants. Le procès offre la possibilité à Burger d'exposer ses thèses sur la sexualité. Pour les appuyer, il convoque Platon, Freud, Jung ou encore Wilhelm Reich, un ancien collaborateur de Freud, redécouvert dans les années 1960 et considéré comme le père de la libération sexuelle en Occident. Inspiré par les écrits de ces penseurs, qu'il a eu le temps de potasser pendant ses 20 mois de détention préventive, Burger développe sa propre théorie baptisée la métasexualité. Cette sexualité libérée permettrait d'atteindre un deuxième plan, celui de l'échange d'énergie métaphysique et des facultés paranormales. Mais pour cela, il est nécessaire de rejeter des notions telles que le couple ou encore le tabou de l'inceste. Burger explique qu'il a libéré son propre fils du complexe d'Oedipe en l'initiant, dès l'âge de 7 ans, à la masturbation réciproque. Burger assure que grâce à cette expérience, l'enfant aurait cessé de loucher et fait de grands progrès en latin. Une grande partie de l'opinion publique, à l'instar du chroniqueur André Marcel, est sincèrement choquée par les actes de Burger et rejette ses thèses en matière de sexualité. Pourtant, durant tout le procès, les tenants d'une morale traditionnelle ont de quoi être fortement ébranlés. Car les témoins qui défilent à la barre ne tarissent pas d'éloges à l'encontre de Guy-Claude Burger. Il y a d'abord les adeptes, femmes et hommes, venus parler du bonheur immense ou encore du feu d'artifice intérieur ressenti lors des rapports sexuels avec Burger. Il y a aussi les experts. Un médecin vante les bienfaits de l'instinctothérapie. Un éminent psychiatre dit à quel point les enfants Burger sont équilibrés et épanouis. La plupart des témoins soulignent la culture, l'intelligence, pour ne pas dire le génie de Burger. Enfin, last but not least, la défense a jugé bon de faire venir un prêtre catholique français qui se dit favorable à une plus grande liberté du code pénal en matière de relations sexuelles entre adultes et enfants. Selon lui, la société se transforme et la justice doit suivre le mouvement. Burger peut donc compter sur un large soutien de ses adeptes bien sûr, mais également d'une partie de l'intelligentsia et des médias. L'apôtre du cru devient le prophète d'une nouvelle morale, un précurseur incompris face à une justice vaudoise considérée comme prude et rétrograde. Au 4e jour du procès, cette vision des choses est exposée sans ambiguïté par l'avocat de Burger. Pour le défenseur, il faut se rappeler que la morale est relative et change selon les lieux et les époques. Quant à Burger, c'est un bienfaiteur qui a fait vivre une expérience enrichissante à des enfants consentants. Il n'y a donc pas de victime, pas de délit autre que celui d'aller à l'encontre d'une morale dépassée. Pour autant,
Il assure que Burger a compris que sa vérité n'était pas encore celle de la société et s'engage donc à ne plus recommencer. Le procureur utilise alors son droit de réplique et déclare « Le monde est à ce point déboussolé que les théories les plus extravagantes et les comportements les plus nuisibles trouvent des défenseurs au nom de la culture et de la liberté. Messieurs les juges, vous réfléchirez et attribuerez leur juste valeur pénale à ce que risque d'être dans 10 ou 20 ans la vie affective, sexuelle et familiale de ces hommes et femmes initiés par leur père et celui qui en tenait lieu. » Les juges ont réfléchi et condamné Burger à 4 ans de prison, 2 ans de moins que ce qu'avait requis le procureur. Nicole Schneider, en tant que membre de la communauté des Clépans, a témoigné en faveur de Guy-Claude Burger lors du procès. Elle se souvient de la période particulière qui a suivi l'arrestation de Burger, toujours au micro de Blaise Angèle, en 2002. Alors la vie sans lui se passe nettement mieux. C'est vrai que je crois qu'on respire tous quand il n'est pas là. Toutefois, étonnamment, eh bien on reste et on le défend. C'est la manipulation. Oui, c'est-à-dire que oui, il y a la manipulation dans un premier temps. Il y a ensuite le fait que les médias et toute personne influente à l'époque commence à prendre la défense de Burger. Alors, c'est vrai qu'en tant que jeune dans cette communauté, on se solidarise. On se solidarise et plutôt on n'arrive pas à se désolidariser malgré la condamnation de Burger et sa gravité. Ouais. Et le fait que c'est contraire à notre morale quand même, je pense, ou à la plupart, enfin en tout cas à la mienne, c'est ce qu'il a fait est complètement contraire à ma morale. Je suis pas du tout ouverte à ce genre de choses. Malgré tout, je reste. Et d'autre part, ensuite, à partir du moment où cette histoire sort à l'extérieur, les retours de l'extérieur sont plutôt positifs et vont plutôt dans le sens de... C'est valorisant encore. Alors c'est valorisant, oui. Et c'est là le piège un peu. À l'époque, les membres de la communauté des Clépans ne sont de loin pas les seuls à être tombés dans le piège d'une nouvelle morale prétendument libératrice. Pour la génération de mai 68, qui exigeait de jouir sans entrave et clamait qu'il était interdit d'interdire, toutes les règles et les normes de la morale bourgeoise pouvaient et devaient être contestées. C'est ainsi qu'au cours des années 1970, plusieurs intellectuels n'hésitent pas à affirmer leur adhésion à l'idée qu'en matière de sexualité, il faut se libérer des tabous. Certains trouvent dans cette posture l'occasion de choquer le bourgeois, d'autres y voient une aubaine pour exprimer au grand jour des penchants autrefois sévèrement réprouvés. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez publié en 1974, Gabriel Matzneff, un essai intitulé « Les moins de 16 ans », qui vient d'ailleurs d'être réédité, essai dans lequel vous ne cachiez pas votre attirance pour les adolescents. Parmi les personnalités qui revendiquent dans les années 1970 de pouvoir coucher avec des mineurs, on trouve l'écrivain Gabriel Matzneff. On a reparlé de lui en 2020 à l'occasion de la sortie d'un livre décrivant l'emprise exercée par l'écrivain sur une adolescente de 13 ans. Il s'exprime ici en 1976 au micro de Jacques Beaufort. Alors pourquoi cet essai, pourquoi ces aveux? Car vous saviez bien que pour beaucoup vous alliez un peu devenir le sale type, celui qui va attendre les adolescents à la sortie du collège ou du lycée. Oui, ce livre a paru dans une collection qui s'appelle Idées fixes, ce qui est tout un programme. Et je crois que lorsqu'on l'on donne un livre à une collection qui s'appelle comme cela, il faut donner véritablement une véritable idée fixe. Il ne faut pas faire des faux fuyants. Et ça, encore, il faut avoir le courage d'être soi. Et il est certain que le goût que j'ai des adolescents est une chose très importante dans ma vie. Et d'ailleurs, on trouve des adolescents des deux sexes, d'ailleurs, je m'empresse de le dire, dans tous mes autres livres. Donc, c'est vraiment une constante chez moi, à la fois dans mon travail, si je puis dire, dans mon œuvre, si le mot œuvre ne fait pas trop prétentieux, et puis dans ma vie privée, n'est-ce pas? L'un d'ailleurs et l'autre allant de pair. Vous savez, je crois qu'il y a une attitude que la plupart des adultes ont vis-à-vis des enfants, qui est une attitude de
séquestration, n'est-ce pas? La famille conçue comme un coffre-fort et les enfants conçus comme une propriété, les enfants et les adolescents conçus comme une propriété des parents qui doivent surveiller ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, leurs sentiments, etc. Moi, je considère que personne n'appartient à personne, que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, que les maris n'appartiennent pas à leurs femmes et que les femmes n'appartiennent pas à leurs maris. Chacun appartient à soi-même, et peut-être à Dieu, si Dieu existe, mais de toute façon, il n'y a pas de possession des êtres à être. Oui, mais les enfants n'ont pas la maturité suffisante, souvent, pour, disons, s'appartenir. C'est vrai. Mais cela dit, je crois que ce qui peut arriver de plus beau à un adolescent ou une adolescente, c'est de vivre un amour véritable. Voyez-vous, je crois pas, je n'ai jamais été partisan que les adolescents, les adolescentes couchaillent à droite et à gauche. Vous savez, ces surprises parties où une fille flirte avec 4 ou 5 garçons différents, etc. Nous avons tous connu ça quand nous avions 17-18 ans. Ça, je crois que ça peut faire du mal parce que ça fait de l'amour une espèce de geste mécanique et effectivement, je crois pas que ça soit bon. Et ça, c'est la banalité, c'est la quotidienneté. Il y a aussi des adolescents très sages qui n'embrassent personne. Enfin, je veux dire qu'il y a aussi un type d'adolescent qui considère les relations sexuelles comme une espèce de chose banale, comme on se lave les dents, et ça, c'est mauvais. Mais je crois qu'une véritable relation amoureuse peut être très enrichissante, et pourquoi ne s'adresserait-elle pas à un adulte ou à une adulte ? C'est ce contexte intellectuel où la contestation s'étend à la sphère de la famille et de l'intimité qu'il faut avoir en tête pour aborder la suite de notre récit. 1 an tout juste après sa condamnation, Guy-Claude Burger est libéré pour bonne conduite. Désireux de retrouver la lumière après 3 ans passés derrière les barreaux, il se lance à l'automne 1979 dans un cycle de conférences intitulé « La sexualité, un faux problème ». Au programme de ces 3 soirées proposées au Collège de Béthusie à Lausanne et à Uni2 à Genève, instinctothérapie, sexualité originelle, parapsychologie, érotisme sacré, mais aussi sexualité infantile et décadence spirituelle de l'Occident. Pour assurer le succès de ces rencontres, une conférence de presse est organisée à la ferme des Trois Noyers. Les journalistes sont reçus selon les règles de l'art du savoir-vivre instincto. Autour d'une grande table recouverte de mets crus variés et colorés, Guy-Claude Burger explique que les causes de l'agressivité seraient à rechercher dans une mauvaise utilisation de notre instinct alimentaire d'une part et de notre instinct sexuel d'autre part. Charmée, la journaliste Pierrette Blanc estime le lendemain dans un article pour le journal Le Matin que son hôte a payé très cher certains actes qui heurtent la morale de la société dans laquelle nous vivons et qui constituent des infractions au code pénal. Elle invite ses lecteurs à découvrir les multiples aspects de théories souvent fascinantes, mais dont l'application doit être pensée en fonction du monde qui nous entoure. Quant à la journaliste de 24 heures, Myriam Meuvely, elle relève l'expression sereine et l'attitude détendue des praticiens de la métasexualité rencontrés à Éclépant et se montre admirative devant la théorie révolutionnaire parfaitement systématique et cohérente proposée par Guy-Claude Burger. L'opération Séduction a été un indéniable succès. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer ces femmes journalistes boire les paroles d'un gourou prônant les relations sexuelles avec des enfants. Pourtant, à la fin des années 1970, le climat intellectuel rendait cette posture possible. Le grand reporter et essayiste Jean-Claude Guillebaud revient sur les dérives de cette époque dans un entretien accordé à Lison Méric pour l'émission d'Espace 2 Fin de siècle en 1998. Ce qui me frappe beaucoup, si vous voulez, procédons par ordre. Ce qui me frappe beaucoup d'abord, c'est qu'on ait pu tenir pendant tant d'années sur la pédophilie, sur l'inceste, sur le viol, vous oubliez le viol, oui. Qu'on ait pu tenir des discours cinglés. Pardonnez-moi l'expression, mais quand je me souviens de ce que j'entendais et de ce que je lisais il y a seulement 15 ans, je suis effaré. C'est-à-dire, je me souviens en effet avoir lu et entendu des intellectuels éminents dire qu'on pourrait peut-être, par exemple, dépénaliser l'inceste, qu'au fond, la pédophilie, vous savez quelle expression on employait à l'époque ? On parlait de l'aventure pédophile.
Et je me souviens avoir lu dans la grande presse des interviews de professeurs de philosophie, que je ne citerai pas, mais qui dénonçaient ce qu'ils appelaient le fascisme des mères. Et le fascisme des mères, c'était la volonté des mères de protéger leurs enfants contre les pédophiles. C'était désigné comme une attitude fasciste. Malgré un retour en grâce réussi, Burger souhaite quitter la Suisse. Saisis d'une fièvre mystique savamment orchestrée par le maître, les membres de la communauté perçoivent l'avènement d'une troisième guerre mondiale qui devrait débuter avec l'invasion de l'Europe occidentale par la Russie en août 1980. Désireux d'échapper à ce désastre, Burger, sa famille et une douzaine de disciples s'exilent au Mexique dans l'espoir d'y fonder un centre de recherche et de cure. Mais la tentative de conquête des Amériques tourne court, l'argent vient à manquer et les fidèles se détournent peu à peu du projet. Burger revient en Europe en 1981 sans le sou. Peu importe, Burger est un homme qui sait rebondir. Après quelques mois de flottement, c'est dans la vaste propriété médiévale de Monramé, à 80 km de Paris, qu'il établit son nouveau QG comprenant un centre de cure et un centre de distribution d'aliments originels. Fini le confort spartiate de la ferme des Clépans ou de la bicoque mexicaine, fini la petite communauté repliée sur elle-même, place à la vie de château. Le maître des lieux reçoit, en costume-cravate, les curistes venus suivre son enseignement et séjourner dans les quelques dizaines de chambres aménagées sur le domaine. Plus besoin de souscrire à 100% au régime instincto, une simple cure est déjà infiniment bénéfique. La machine publicitaire reprend du service et passe à la vitesse supérieure. Un premier livre, La guerre du cru, paraît en 1985. Puis les reportages et les invitations à la radio et à la télévision française se succèdent. Le manger cru ferait des miracles, à en croire les nombreux témoignages de cancéreux, diabétiques ou autres rhumatisants qui affirment s'être guéris par ce biais. Guy-Claude Burger laisse même entendre qu'il peut guérir les malades du sida. Pourtant, tout le monde ne partage pas cet enthousiasme et des médecins de la région s'inquiètent de l'état de dénutrition et d'affaiblissement dans lesquels ils récupèrent certains patients du centre. Une enquête est ouverte en 1987. Inculpé d'exercice illégal de la médecine, publicité mensongère pour méthodes thérapeutiques et escroquerie, Burger peut néanmoins poursuivre ses activités pendant les 9 années que dureront l'instruction. Ce n'est qu'en 1996 qu'il est condamné à cesser ses activités et publications liées à l'instinctothérapie pour une durée de 3 ans. Le châtelain de Monramé a-t-il tenu sa promesse faite au juge de Cossonay de ne plus toucher aux enfants ? Déjà condamné en Suisse en 1978, le fondateur de l'instinctothérapie est de nouveau inculpé, mais en France, pour corruption de mineurs. Guy-Claude Burger a été écroué à la maison d'arrêt de Melun. La communauté qu'il dirige au château de Monramé est dénoncée pour son caractère sectaire. Le gourou prône une alimentation entièrement crue et basée sur l'instinct, instinct qui l'a conduit avec ses adeptes à abuser sexuellement des enfants. D'anciennes victimes en témoignent. Burger est encore inculpé pour menace de mort sur d'anciens adeptes. Ce nouveau scandale a éclaté fin juin 1997 avec la publication de témoignages de victimes dans le magazine L'Express. La justice s'est alors saisie de l'affaire et il faudra 4 ans d'instruction pour arriver au procès. 4 ans au cours desquels la plupart des plaignants et des témoins à charge se sont rétractés. Le procès qui se tient à Melun en novembre 2001 présente de nombreuses similitudes avec celui qui s'est déroulé à Cossonay plus de 20 ans auparavant. Burger n'est pas seul sur le banc des accusés puisqu'il comparaît aux côtés de son ex-amant, un ancien jardinier du château de Monramé. L'épouse de Guy-Claude, en revanche, est absente puisqu'elle est décédée d'un cancer en 1994. La principale victime est une jeune métisse qui avait 10 ans lorsqu'elle a été violée par Burger en 1988. La ressemblance avec la jeune fille dont il avait abusé dans la ferme des Clépans est troublante. Même âge au moment des faits, physique similaire. Burger continue à défendre sa théorie de la sexualité infantile, mais affirme qu'il n'a jamais entretenu de relations sexuelles non consenties avec des mineurs à Monramé.
Ses défenseurs le dépeignent à nouveau comme un précurseur, un savant audacieux, un théoricien génial. Mais les ressemblances s'arrêtent là. Car en 20 ans, l'attitude du public, des médias et de la justice envers les affaires d'abus sexuels sur mineurs a radicalement changé. On ne parle plus d'attentat à la pudeur, mais bien de pédophilie, et ce mot est lourdement connoté négativement. La dénonciation de la prostitution infantile et du tourisme sexuel par plusieurs ONG dès les années 1980, puis une succession d'affaires de pédocriminalité, ont rendu inaudibles les discours faisant l'apologie des relations sexuelles entre adultes et mineurs. Au moment du procès de Melun, la sordide affaire du Trou, qui a éclaté en 1996, est encore dans tous les esprits. Le verdict tombe le 6 décembre 2001. Le Suisse Guy-Claude Burgère, fondateur de l'instinctothérapie, a été condamné à 15 ans de prison pour viol sur des enfants et des adolescents. La justice française s'est prononcée, le fondateur du mouvement en prônant une alimentation entièrement crue, qui fut très actif en Suisse et en France, est âgé maintenant de 67 ans. Corinne Portier. Au château de Montramé, en banlieue parisienne, le Suisse Guy-Claude Burgère ne faisait pas que prôner l'instinctothérapie ou les vertus du manger cru. Dans cette communauté dont il était le gourou depuis sa fondation au début des années 80, il a aussi mis en pratique ses théories sur la nécessaire libération des relations sexuelles entre enfants et adultes. Pour éviter les névroses, rien de tel que de passer à l'acte selon lui. Mais pour les jurés de la cour d'assises de Melun, il y a bien eu viol aggravé sur mineurs et aussi sur majeurs placés sous son influence psychologique. Un verdict ressenti comme un soulagement par la seule membre de la communauté qui a eu le courage de porter plainte. Audrey a aujourd'hui 25 ans, tremblante d'émotion, elle cache son visage des caméras. La prise en compte des intérêts de l'enfant, de ses droits à une protection spécifique, voilà ce qui est également en jeu dans le procès, comme le souligne à l'issue du verdict l'avocate de l'association Enfance Majuscule. Ces abus sexuels, ces violences sexuelles sur des enfants qui auraient été consentis, les jurés ont dit non. Et je dois dire que c'est pour moi un immense soulagement parce qu'à un moment donné, j'ai cru vraiment que cette idée allait se faire jour. Et ça aurait été d'une extrême gravité pour la protection de l'enfance. Cette fois, aucun journaliste ne songe à qualifier la justice française de prude ou à remettre en cause la peine de 15 ans de réclusion prononcée à l'encontre de Burgère. De l'avis général, Burgère est un pédophile multirécidiviste inamendable qui a développé une théorie fumeuse pour justifier ses penchants. Sa peine sera d'ailleurs confirmée en appel en 2003. Sorti de prison depuis, Guy-Claude Burgère a toujours ses admirateurs et continue à vanter les mérites de l'instinctothérapie. En 2020, on le retrouve sur YouTube disserter longuement sur les virus en général et le Covid-19 en particulier. C'est le plaisir, le référentiel naturel ou le référentiel originel ou préculinaire, comme on l'appelle. Ainsi s'achève cet épisode de 1001 archives, un épisode écrit par Aurélie Roulet, réalisé par Sandro Lichy, avec la voix de Sophie Richard. Vous pouvez retrouver l'intégralité des archives entendues au cours de ce récit sur notre site rts.ch/archives. Et si les mouvements sectaires et les phénomènes d'emprise vous fascinent, je vous conseille d'écouter notre épisode d'août 2019 qui s'intitule « La folle épopée du gourou mégalomane Jean-Michel Cravanzola ».